Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, faire un enfant seul, la fin d'un tabou, on en parle avec notre invitée, Johanna Luyssen, rédactrice en chef adjointe au quotidien Libération, auteure de Si je veux, qui paraît chez Grasset. Alors qui est-elle? Voilà comment elle se raconte. Je suis une femme célibataire, trentenaire, plutôt hétérosexuelle, j'ai un travail, une famille, des amis, je suis divorcée et j'ai choisi de faire un enfant seul. Souvent, quand une femme dit qu'elle fait quelque chose seule, on songe aussitôt sans homme. C'est un réflexe très ancien, mais non, ce n'est pas sans homme, c'est seul, c'est différent. Mère célibataire, par choix, elle questionne dans ce livre certaines évidences sur le couple et la parentalité, sur la filiation, et elle nous invite à essayer d'imaginer d'autres modèles. En 1949, déjà dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir pressent que la fonction reproductrice n'est plus commandée par le seul hasard biologique, elle est commandée par des volontés. Voilà ce qu'elle écrit et voilà ce que Johanna Luyssen met en exergue de son livre. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ouvrir la discussion, la réflexion autour de ce livre, Témoignage, si je veux, mère célibataire par choix, que vous avez écrit. Vous racontez d'abord, on l'a fait un tout petit peu à travers cette citation de votre livre où vous présentez, mais peut-être passer par là d'où vous venez. Petite fille d'ouvrier, arrière-petite-fille d'une domestique engrossée, je ne sais comment, écrivez-vous, mais j'espère avec son consentement. Je suis fière aujourd'hui d'être une fille-mère. Vous racontez l'histoire de votre arrière-grand-mère, Yvonne, qui a mis au monde un bâtard. Comment cette histoire-là, son histoire à elle, s'est transmise de génération en génération dans la famille, jusqu'à arriver dans vos oreilles, avec une forme d'opprobre, déjà, cette opprobre sociale qui pouvait peser sur les filles mères à l'époque. Et à la fois sur les filles mères et évidemment sur leurs enfants, puisque je raconte, j'ai pas connu mon arrière-grand-mère, la fameuse Yvonne, mais en revanche, évidemment, j'ai très bien connu mon grand-père Lucien, qui était donc cet enfant né au moment où mon arrière-grand-mère était domestique dans une grande maison à Dunkerque. Et puis voilà, elle est tombée enceinte, elle a été, on va dire, licenciée. Et du coup, comme il fallait quand même vivre, elle est rentrée à la fabrique. À l'époque, on disait à la fabrique. Et un peu plus tard, elle a rencontré un homme qui a dit bah, moi, je t'épouse. Et puis, alors qu'elle était fille-mère et que c'était évidemment très difficile de trouver, elle était forcément à l'époque totalement stigmatisée. Cet homme-là a dit je vais élever ton fils. Et ils ont eu d'autres enfants ensemble. Et voilà, et moi, à travers la figure de mon grand-père, j'ai connu quelque part cette espèce de mystère des origines. Et puis j'ai vu aussi à quel point ça avait eu des incidences sur sa personnalité, parce que c'était quelqu'un d'effacé, c'était quelqu'un qui semblait pas toujours avoir trouvé sa place et qui semblait toujours un peu en retrait. Et c'est que bien plus tard, quand j'ai commencé à formuler la chose que je voulais avoir un enfant seul, ou en tout cas faire un enfant seul, que je me suis souvenue de toute cette histoire et je me suis dit mais attends, en fait le stigmate dont a souffert Yvonne, ben moi je serais pas je souffrirais pas de ce stigmate-là, je serais pas cette victime-là. À l'époque, vous le dites, être fille-mère, c'était un véritable stigmate, heureusement. Les représentations ont quand même un peu changé, mais pas totalement non plus, sinon ce livre, on l'imagine, n'existerait pas. Un exemple, Johanna Luyssen, pour nous en convaincre du fait que les filles-mères, aujourd'hui, ou les femmes qui choisissent de faire un enfant seul, souffrent encore parfois de mauvaise réputation, qu'on les fait culpabiliser, qu'on puisse leur reprocher ce choix. Alors, il y a la question des mères célibataires qui l'ont choisi et celles qui l'ont subi, enfin, c'est-à-dire qui ont pu être victimes d'une situation d'un conjoint qui s'en va, voilà, et qui à un moment donné se retrouvent seules alors qu'elles ne le voulaient pas. Dans tous les cas, c'est mal vu. Dans tous les cas, c'est jamais vu comme quelque chose d'enviable, comme un modèle. C'est vu comme une situation où on ne voudrait certainement pas que nos enfants, on a envie de dire à nos filles, bah non, surtout, il faut surtout pas que ça t'arrive à toi, ne deviens pas cette personne-là. Il y a vraiment ce stigmate-là quand on en général, quand on parle des mères célibataires, on est toujours d'accord pour dire qu'elles sont très courageuses, qu'elles font des tas de choses, que ce sont des battantes, on dit que ce sont des warriors, etc. Mais par contre, en secret, on n'a vraiment pas envie de leur ressembler et on n'a pas du tout envie que quiconque autour de nous leur ressemble. Or, moi, je pense qu'elles existent, qu'elles soient subies ou choisies. Les mères célibataires, elles sont très très nombreuses en France de toute façon. Elles existent et elles font leur vie de manière totalement, en vérité, souterraine parce qu'elles ne sont absolument pas un sujet politique
politique est absolument pas, elles sont absolument pas prises en considération, en tout cas par les politiques, mais elles sont là, elles sont nombreuses et elles font leur vie. Et j'avais vraiment envie avec ce livre de renverser ce stigmate-là. Et oui, encore aujourd'hui, il y a encore ces stigmates qui existent quand, par exemple, moi j'amène ma fille chez le pédiatre et qu'on me fait des remarques très désobligeantes sur le père, sans savoir aucunement en préjugeant de tas de choses dans ma vie et sans savoir aucunement la réalité de mon parcours, de ma trajectoire et de notre famille, puisque nous formons une famille à deux. Et ça, c'est encore très prégnant. C'est quoi des remarques désobligeantes sur le père d'un pédiatre, par Des exemple ? remarques désobligeantes, et là je vais parler aussi au nom d'autres femmes, mais notamment d'amis qui ont eu recours à des donneurs pour faire un enfant seul. Des remarques de type, quand elles disent qu'elles ont eu recours à un donneur, de dire mais non, c'est pas un donneur, c'est un père. Et quand ces personnes disent non, c'est pas un père, c'est un donneur qui est anonyme et ça reste un donneur, et elles insistent en disant non, c'est un père, c'est très important. Ça, c'est assez fréquent. En vérité, et c'est même, il faut toujours chercher quelqu'un dans le corps médical qui soit bienveillant, parce qu'en général, le postulat de base est qu'on sait qu'on va être un peu rejeté, ou en tout cas qu'on sera vu au minimum comme un cas social ou comme une pauvre fille, et au pire, ce qui peut arriver j'ai déjà eu ce genre de remarques, mais comme une égoïste. Aujourd'hui, cet enfant, il est là, et du coup, c'est un enfant qui n'a pas de père. C'est comme ça ? Oui. Puisque vous avez choisi de le faire toute seule. Absolument. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas une figure dans sa vie. C'est une petite fille qui a 16 mois, qui est toute petite encore. Et de la même manière que mon grand-père a été élevé par cet homme qui s'est marié avec mon arrière-grand-mère, je n'exclus pas que ma fille ait quelqu'un plus tard dans sa vie qui endosse ce rôle-là. Je pense que les pères, c'est ce qu'ils veulent bien en faire. Le lien biologique, pour moi, reste assez secondaire. Sinon, il n'y aurait pas d'adoption et il n'y aurait pas toutes ces formes de famille qui en fait, sont déjà là dans nos vies, qui existent déjà. Donc, en vérité, ça n'exclut pas dans toute sa vie le fait d'avoir éventuellement un père, ou bien une mère si je me mettais avec une femme, une autre mère. Ça n'exclut pas cette chose-là, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que son père biologique est uniquement son père biologique, c'est-à-dire son donneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus, lui, revendiqué cette paternité-là. Absolument pas. Voilà. Et votre réflexion est beaucoup axée autour de la volonté, comme on l'évoquait avec cette phrase que vous mettez en exergue de ce livre de Simone de Beauvoir, cet extrait du IIe siècle. La volonté qui commande aussi cette fonction reproductrice. Alors, fille-mère, entre la fille et la mère, écrivez-vous, il existe la femme. Et c'est elle qu'on ne veut pas voir. Vous disiez justement, les femmes, les mères célibataires ne sont pas un sujet politique. Hein. Comment devraient-elles l'être ? En quoi sont-elles pour vous un sujet politique ? Elles le sont parce que d'abord, elles représentent une catégorie de population assez importante. Je dis mère célibataire parce que je pourrais dire famille monoparentale, mais on sait que l'écrasante majorité des familles monoparentales sont des familles monoparentales composées de mères célibataires. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là plus volontiers, même si évidemment il existe des pères célibataires. En vérité, il y a des tas de choses qui pourraient faire que les politiques pourraient se saisir du sujet. Par exemple, ce qui est demandé depuis longtemps par les associations, c'est la création d'un statut de mère célibataire qui permettrait peut-être aussi d'avoir accès à plus d'aides, ou en tout cas de coordonner davantage les aides. Là, pour le moment, une mère célibataire en France, il faut qu'elle demande, elle va demander de la CAF, elle peut demander des aides ponctuelles du Conseil général ou des choses comme ça. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment de système qui fait qu'elle est prise en charge, si j'accepte évidemment la question des impôts, puisque les impôts prennent en compte quand la pension alimentaire n'est pas assez importante. Donc il y a ce sujet-là, mais en revanche, en termes de logement, par exemple, qui est un énorme poste de dépense pour un foyer, rien n'est fait pour dire, par exemple, pourquoi on ne créerait pas des sortes de résidences où on pourrait peut-être regrouper, histoire de mutualiser certaines demandes, certaines aides. C'est le cas d'ailleurs dans l'Ariège. Il y a une résidence de ce type qui a ouvert il y a 2 ans, donc c'est possible à un niveau local, et je pense que ça peut être tout à fait possible à un niveau national.
Il y a eu un collectif de mères célibataires qui a fait une tribune dans le journal pour lequel je travaille, Libération, il y a 2 mois, qui justement insistait aussi sur la question de ce statut. Donc je pense que au lieu de regarder ça comme une espèce d'accident de la vie, accident de la route, on pourrait se dire que c'est une réalité mère célibataire qui est souterraine, qui n'est pas souvent pris en compte par les politiques, mais qui pourrait l'être et qui pourrait permettre aussi à ces femmes de vivre un peu plus sereinement, parce que c'est quand même pas une vie simple. Oui, c'est ça. Et malgré les regards hostiles, donc malgré les conséquences que ça peut avoir, vous choisissez donc à un moment, Johanna Luisen, de faire un bébé toute seule, comme le chante Goldman et comme vous l'évoquez ou vous le citez à votre manière dans le titre de ce livre, Si je veux, qui paraît chez Grasset. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant cet enfant, avant quand vous étiez peut-être en couple, puisque vous avez été mariée? Parce que j'étais justement pas prête, et je crois que le titre de mon livre, c'est une référence au slogan du MLF, un enfant quand je veux, si je veux. Et la question de s'écouter quand on est une femme et de se dire est-ce que je suis prête ou pas prête à avoir un enfant, je crois qu'elle est cruciale. Je crois que c'est malheureusement un luxe, parce que souvent on ne s'écoute pas toujours, et disons qu'on fait un enfant parce qu'il le faut ou parce que quelqu'un d'autre le veut, et on n'est pas forcément prête. J'ai eu cette chance de pouvoir m'écouter quand j'ai eu la vingtaine et que je n'étais absolument pas prête, et je sais qu'à l'époque je ne l'étais pas, et je ne l'étais pas aussi professionnellement. Il faut du temps pour construire une carrière, il faut du temps pour se construire. Ça n'a pas forcément été simple pour moi comme ça l'est pour beaucoup de personnes, mais en tout cas j'ai voulu attendre d'être prête, d'être plus mûre aussi, d'avoir plus des responsabilités sans doute. Parce que vous dites, j'avais autre chose à faire aussi à l'époque. Fille d'ouvrier, après une enfance dans une banlieue pavillonnaire de Dunkerque, vous vouliez surtout et d'abord faire vos preuves, trouver votre place professionnelle, sociale. Et ce qui est marquant, et ce que beaucoup de femmes disent aujourd'hui, c'est que l'horloge biologique et l'horloge sociale, elles ne coïncident pas tout le temps. Elles sont souvent, et elles sont de moins en moins synchro pour les femmes, quand les femmes travaillent, ce qui est quand même le cas pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui. Absolument. Il y a un décalage entre le moment où on arrive à la trentaine, 35 ans, à avoir un poste, un bon poste, peut-être un bon salaire, ou en tout cas quelque chose qui nous permette de se dire ok, je peux faire un enfant, au moins financièrement je vais y arriver, et le moment où on nous dit mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu as fait, t'as attendu beaucoup trop de temps, maintenant il faut aller vite, il faut aller vite. Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer ça, qui est inscrite dans la loi dite PMA pour toutes, c'est évidemment l'autoconservation des ovocytes. Je pense que plus cette pratique aussi se généralisera, plus elle permettra aux femmes plus jeunes de pouvoir au moins, disons, je dis grossièrement, mettre de côté, et pour pouvoir être plus sereine aussi dans ce chemin. C'est une solution que vous avez envisagée ? Non, parce que quand j'ai voulu un enfant, c'était un peu tard pour faire ça. J'avais 35 ans, mais en revanche, si ça avait été possible à la vingtaine, je l'aurais fait sans problème. On va écouter un extrait des Pieds sur terre avec le témoignage d'une femme, Adila Benedjaï-Zou, qui raconte avoir elle aussi un peu tardé sur ce retard, ce côté retardataire. Écoutez ce qu'elle en dit. Cette envie m'est venue très tard, sans doute trop tard. J'ai 43 ans et mon corps est probablement trop vieux pour enfanter. Je ne sais pas si vous vous souvenez des redoublants au collège qui dépassaient tout le monde en taille et restaient des gamins dans leur tête. Eh ben c'est comme ça que je me sens, comme une redoublante de la vie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, la médecine a développé un arsenal de nouvelles technologies pour aider les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, ces technologies sont interdites aux couples de femmes et aux femmes célibataires, ce qui est malheureusement mon cas. Et puis il y a d'autres techniques de procréation assistée qui sont interdites à tout le monde. La congélation d'ovocytes, la gestation pour autrui, les tests génétiques préimplantatoires. Ça fait qu'on vit une période assez étrange où un nombre de plus en plus grand de personnes font des choses interdites par la loi sans que personne ne soit vraiment choqué. À part la manif pour tous, bien sûr. C'est un peu comme au début des années 70, où l'avortement était encore interdit alors qu'il était pratiqué dans tous les milieux. Évidemment, ce genre de situation crée une grande inégalité entre ceux qui ont les moyens financiers et le culot social pour violer la loi, et les autres. Quand j'ai compris que si je faisais une PMA, je serais hors la loi, j'ai voulu comprendre ce que ça signifiait.
Alors aujourd'hui, la législation a changé, hein, mais longtemps il y a eu ce décalage, hein, entre la réalité, ici le témoignage de cette femme qui se dit redoublante, qui a trop tardé, qui n'a pas vu le temps passer, entre la réalité et les possibles, hein, ce que la loi autorisait. Hein. Oui, j'avais écouté cette série. Qui était absolument passionnante. Et c'est vrai que depuis, la loi est venue corriger ça. Évidemment, il faudra un petit temps entre le temps qu'elle se mette en place et que ça profite, entre guillemets, à une génération. Mais je pense que ça va, dans 10-15 ans, ça va radicalement changer nos manières de faire famille, c'est certain. Aujourd'hui, c'est plus simple C'est plus simple. de pouvoir avoir accès à la PMA, par exemple. Là, pour le moment, non. Ça reste. La loi n'a été votée que l'été dernier. La mise en place est très longue. Les centres sont débordés. La priorisation est faite aux couples hétéros, puis aux couples de lesbiennes, et les femmes célibataires arrivent en général à la fin. Ça a été vraiment documenté, cette question des priorisations. En revanche, dans les années à venir, pour peu aussi que les dons d'ovocytes comme les dons de sperme se développent davantage, ça va évidemment évoluer dans ce sens-là. Et dans un sens, encore une fois, je vous parie vraiment que dans 15 ans, les familles seront totalement différentes. Et elles le sont déjà de manière souterraine, mais là, ça se verra encore plus, c'est sûr. Vous auriez pu faire un enfant toute seule et ne pas le revendiquer plus que ça. Pourquoi aujourd'hui en faire un étendard ? Est-ce que vous avez l'envie, le désir, ouvertement, de renverser le stigmate ? Et pourquoi ? Oui. Renverser le stigmate des filles mères, donc un petit peu venger la mémoire de mon arrière-grand-mère, par exemple, mais aussi, et donc pour toutes ces femmes aussi qui le vivent au quotidien, qui se battent au quotidien, qui encaissent et qui se battent vraiment beaucoup. J'avais envie de le revendiquer, de dire que c'était quelque chose de très beau, que c'était quelque chose de possible pour aussi ces femmes qui ont la trentaine, qui se posent des questions, qui n'ont pas trouvé, comme on dit, la bonne personne. Ou en tout cas, ça n'est pas arrivé. Elles sont là, elles sont célibataires, et elles ne savent pas quoi faire parfois de ce désir d'enfant, ce qui est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai eu 35 ans. Se dire, mais s'il n'y a personne en face, qu'est-ce que je fais avec ce truc ? Est-ce que je le laisse tomber ou est-ce que je continue ? Et pour toutes ces femmes-là qui se demandent un peu quoi faire et qui se disent, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Parce qu'on m'a dit que c'était vraiment quelque chose d'impossible et de quelque chose de vraiment pas enviable, et que va penser ma famille, et est-ce que c'est comment on s'organise, etc. J'ai envie de leur dire, oui, c'est possible, c'est évidemment pas simple. Et évidemment, je me considère également comme privilégiée parce que j'ai un CDI et un salaire qui me permet aussi de faire ça, et j'en suis consciente. Mais en revanche, je sais que c'est possible et qu'on peut le revendiquer, alors non pas comme évidemment l'unique modèle de parentalité, mais en tout cas un des possibles dans la vie des femmes, et que ça n'est pas uniquement la famille papa, maman, enfant qui est évidemment la seule famille. Et d'ailleurs, vous remettez en cause un certain nombre d'a priori, en tout cas, vous nous amenez à réfléchir, et c'est le cas à travers votre choix, à d'autres modèles. On sent que vous n'adhérez pas ou plus au mythe de l'âme sœur obligatoire pour pouvoir procréer, avoir un enfant ensemble. Vous l'écrivez, je ne crois pas à l'homme salvateur aussi, hein, qui fera de Tinder une antichambre de jouet club. Je ne crois pas tellement qu'il faille attendre cela du couple, d'ailleurs. Je pourrais tomber amoureuse de quelqu'un qui n'a pas envie de faire un enfant, mais qui aimera le mien comme il le peut. Tout est possible, et c'est à ce stade de mes réflexions que j'ai regardé ailleurs. J'ai cessé de penser au couple et j'ai songé à la science. Cette idée aussi de faire un enfant toute seule, beaucoup le reprochent aux femmes avec un côté égoïste, cette idée aussi de ce rêve démiurgique, on n'a plus besoin des hommes, on peut s'en passer complètement. Mon Dieu, comment ça va se passer après ça ? Vous dites justement que vous êtes au croisement de deux figures, celle de la sorcière et celle de la victime, à laquelle on renvoie souvent les mères célibataires. Absolument. Oui, effectivement, il y a cette critique de tu es vraiment parfaitement égoïste, tu fais un enfant pour toi, il n'y a que ton bon plaisir qui compte, comme si déjà faire un enfant c'était le bon plaisir, alors qu'on sait qu'on sacrifie son sommeil quand même pendant 10 ans de sa vie, donc c'est pas forcément du plaisir toujours, même si c'est beaucoup d'amour. Mais au-delà de cette question, la question de l'égoïsme, elle me semble curieuse,
Parce que moi, je trouve que de réfléchir à des moments dans sa vie et de se dire « suis-je prête à faire un enfant ?» et à endosser cette énorme responsabilité d'avoir la charge d'un être humain que je vais essayer d'épauler le mieux possible dans la vie, c'est une vraie question, c'est une question fondamentale. Je pense que si, par exemple, on se pose la question à 25 ans et qu'on se dit « je ne suis pas prête », c'est très bien de pouvoir se dire « je ne suis pas prête » et de ne pas se sentir forcée à faire ses enfants. Je parlais de mon arrière-grand-mère, mais ma grand-mère, elle m'a beaucoup dit « eh bien moi, mes enfants, je les ai acceptés ». Donc elle a accepté, parce qu'il n'y avait pas la contraception. Donc elle a eu des enfants. Et moi, j'ai choisi. Et c'est là où je dis, oui, il y a une vague féministe qui est passée entre-temps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est justement comment s'inscrit votre choix. Est-ce que pour vous, il s'inscrit dans le prolongement des combats féministes des 50 dernières années ? La pilule, l'avortement, avoir un enfant toute seule, ça trouve sa continuité ? C'est consubstantiel de toutes les luttes. Alors, on dit facilement des années 70, mais en vérité, les combats féministes sont aussi bien plus antérieurs. Et par ailleurs, il est totalement consubstantiel de certains mouvements aujourd'hui, comme ceux des mouvements des child free, des personnes qui ne veulent pas d'enfants et qui disent à quel point, Mona Chollet en parle dans ses livres notamment, mais à quel point c'est difficile socialement, quand on est une femme, d'assumer le fait qu'on ne veuille pas d'enfants, parce que c'est encore très mal vu. Pour moi, ce livre, il est dans ce mouvement-là. Faire un enfant ou ne pas en vouloir, ça reste en fait quelque chose que l'on doit pouvoir décider. Et cette question-là de pouvoir faire en sorte que nos corps fassent et nos corps et notre raison puissent s'accorder pour faire ce que nous avons choisi, c'est ça qui est au cœur des revendications féministes. Donc oui, c'est totalement l'IVG, la PMA, dite pour toutes, encore une fois, et ne pas avoir d'enfants, c'est la même chose. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a encore 50 ans, on se battait pour avoir le droit de ne pas avoir d'enfants, à travers la pilule, à travers le droit à l'avortement qui a été un combat. Aujourd'hui, ce que vous présentez comme votre combat à vous, c'est le droit d'avoir un enfant seul. Et vous l'évoquez, j'ai choisi de le faire. C'est un choix d'autant plus beau et d'autant plus radical que pendant toutes ces années, j'ai choisi de ne pas, façon Bartleby. C'est la plus belle des libertés, celle de ne pas, et je le sais. Merci la pilule, merci Lucien Neuwirth, merci Simone Veil, merci les filles. Mais aujourd'hui, c'est le choix inverse que vous avez fait. Et vous avez cette formule simple qui est « le féminisme a toujours à voir avec le choix ». Et ça, c'est vrai et c'est important de le souligner. Néanmoins, les féministes ont toujours eu aussi un rapport assez ambigu, contradictoire avec la maternité. Vous vous sentez, quand vous étiez enceinte, vous vous sentiez encore féministe ? C'était un peu difficile. Effectivement, elles ont eu un rapport compliqué avec la maternité. Beauvoir en tête, précisément. Beauvoir méprisait pas mal la figure maternelle. Et effectivement, il y a eu ce rejet parce que l'époque voulait ça. C'est-à-dire que pour avoir les droits dont aujourd'hui je peux profiter, il a fallu revendiquer ça. Il a fallu revendiquer le fait de ne pas vouloir faire d'enfants et devoir mettre cette question de côté le temps de la lutte. Et ça, je le comprends tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, justement, on est grâce à elle, on peut décider l'un ou l'autre en vérité. Et je trouve ça extraordinaire d'être dans une époque qui permette les deux tout aussi bien et d'être dans un pays qui permet encore les deux. Vouloir ou pas, certaines féministes pensent quand même qu'il y a quelque chose de très égoïste aujourd'hui, dans l'époque actuelle, dans ce désir absolu d'enfant envers et contre tout. Elle est opposée à la PMA pour toutes les femmes. Elle est l'auteure du Tiers-corps et d'un tract chez Gallimard intitulé « Le corps désincarné ». Je vous propose d'écouter les mots de la philosophe Sylviane Aginsinski. Je m'aperçois que progressivement, nous adoptons le vocabulaire et la logique, finalement, des instituts technologiques de reproduction humaine américains qui font que l'enfant n'est plus conçu comme un être engendré par deux personnes, par un homme et une femme, mais comme un être fabriqué, et où, au fond, la parenté n'est plus déterminée par des relations interpersonnelles, mais se trouve déterminée par la volonté. La famille, c'est comme la sexualité, c'est une totale liberté, mais c'est pas un droit. On peut pas avoir droit à un enfant. L'enfant est une personne. On a des droits à quelque chose, on n'a pas des droits à quelqu'un. Il faut réfléchir à ça. Il faut que les femmes réfléchissent aussi à ce qui se passera pour ces enfants à l'adolescence. Ils vont demander des comptes. Ils vont dire pourquoi moi, les autres. Il y a une inégalité là-dedans.
Sylviane Agacinski sur France Inter en 2019. C'est vrai, vous le dites, l'enfant là est le choix d'une volonté, de votre propre volonté. Or, Sylviane Agacinski dit on n'a pas de droit à quelqu'un, on a un droit à quelque chose, mais pas à quelqu'un. Qu'est-ce que vous lui répondez? Comment vous ressentez cette objection-là? Alors, est-ce que Sylviane Agacinski parle des femmes qui font qui bénéficient de l'aide à la procréation et qui sont célibataires? Ou est-ce qu'elle s'adresse par exemple à tous les couples qui bénéficient d'une PMA, ou bien aux parents du bébé éprouvette qui est né en 82, qui était Amandine, grâce au professeur Friedman? Est-ce qu'elle parle de ça par exemple? Parce que pourtant c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'il y a des désirs ou des désirs d'enfants, et encore une fois j'assume le mot désir, je le dis dans le livre. Est-ce qu'il y a des désirs et des personnes qui sont plus ou moins légitimes pour vouloir faire un enfant? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui préside quand on fait un enfant? Alors moi je veux bien qu'on se pose la question de pourquoi fait-on des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut interroger ce désir, mais dans ce cas-là que tout le monde s'interroge. Pourquoi la mère, la femme célibataire devrait être la seule à s'interroger sur son désir d'enfant et pas le couple hétérosexuel qui fait un enfant et que personne ne va jamais questionner? Par ailleurs, quand elle parle de demander des comptes plus tard, est-ce qu'elle ne croit pas, Sylviane Agacinski, que dans toutes les histoires, encore une fois, de filles-mères, et comme l'histoire de mon arrière-grand-mère, est-ce que les contes, ils viennent pas justement de la part de familles qui ont eu des secrets de famille? Et est-ce qu'il n'est pas au fond, plus simple d'avoir recours à des manières beaucoup plus transparentes de faire des enfants, et après de trouver les mots qu'il faut pour expliquer comment un enfant est arrivé? Moi, je crois que quelqu'un qui a recours à une PMA, par exemple, à l'étranger avec un donneur, il pourra tout à fait expliquer à son enfant que cet enfant est la conjonction de deux personnes qui ont accepté de faire un enfant ensemble. Point. Le donneur, il a accepté de donner. La personne qui reçoit l'insémination a voulu le faire. Et elle a été, certes, au départ, et elle a été l'instigatrice de cet enfantement, mais en vérité, il y a un accord conjoint. Et il y a quelque chose qui est déjà dessiné, en vérité. Donc il faut arrêter de penser qu'il s'agirait d'une espèce de petite minorité capricieuse et effectivement démiurgique qui, à l'aide de la grande méchante technologie scientifique, irait faire des enfants en brisant, évidemment, parce que c'est ça qui l'attriste, mais en brisant la cellule familiale nucléaire. Vous êtes une femme, Johanna Luyssen, cet enfant, vous l'avez porté. Un jour, vous avez dit « si je veux ». Mais vous parlez aussi beaucoup d'égalité dans ce livre, qui paraît donc chez Grasset. Qu'est-ce qui se passe si demain, les hommes disent aussi « si je veux ». Est-ce que vous leur accordez d'ailleurs le même droit de dire « si je veux » et eux, comment vont-ils faire ou peuvent-ils faire pour revendiquer et mettre en œuvre ce désir d'enfant? Oui, c'est une bonne question. Je pense que les hommes ont tout à gagner de ces formes de parentalité un peu nouvelles, parce que leur rôle est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que jusqu'ici, le père étant cette figure fondamentale, à la fois présente dans le Code civil, la puissance paternelle dans le Code civil, etc., la figure du père était centrale. Et centrale à un point aussi que, on le sait quand même, c'est que beaucoup d'hommes n'assument pas du tout leur responsabilité de père. Parfois se disent que soit ils ne veulent pas assumer cette responsabilité pour des raisons qui leur appartiennent, soit les fuient, soit se disent piégés par des femmes, etc. Enfin, il y a des tas de discours différents qui font que si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, en vérité, cette absence de transparence qui régit encore nos sociétés traditionnelles n'est pas forcément bonne pour les hommes non plus. En revanche, aujourd'hui, si les termes sont clairs, si on sait qu'on est un donneur, on est un donneur, point. On peut définir l'implication qu'on va avoir et les choses sont claires pour tout le monde. Si on décide d'être, ce qui est le cas dans les sites de coparentalité que j'ai explorés, si on peut trouver des gens qui disent moi je voudrais m'impliquer un petit peu, venir de temps en temps, etc., mais pas avec une aide financière ou pas avec un fonctionnement quotidien, etc. Mais en tout cas, c'est des choses qui se définissent ensemble. Et je pense que pour eux, ça pourrait aussi être libérateur pour eux, puisqu'ils pourraient se dire, au fond, ils ont le droit aussi de ne pas avoir envie de faire d'enfants, par exemple, et de ne pas se sentir forcés. Ils pourraient dire, non, du coup, je ne le fais pas. Je peux, par exemple, être avec une femme qui elle-même a un enfant, mais en fait, moi, j'en fais pas avec elle, par exemple. Ils peuvent aussi se dire, je voudrais
donner ma graine, disons, mais sans plus. Et voilà, et c'est ma manière d'être père, c'est de transmettre ça, mon ADN, mes gènes, etc. Mais c'est tout. On a parlé de la procréation médicalement assistée. Est-ce qu'il faut remettre en France le débat sur la table de la gestation pour autrui, de la GPA ? Le remettre sur la table, il n'a jamais vraiment été sur la table. Oui, il n'a jamais vraiment disparu, en tout cas. Il n'a jamais disparu. Parce que c'est vrai que là, il n'est pas au cœur des discussions pour l'instant. Non, il n'est pas au cœur des discussions parce qu'il y a vraiment beaucoup de crispations idéologiques autour du sujet de la GPA. Mais c'est un peu compliqué parce que... Encore une fois, tout dépend de la manière dont les choses sont faites, mais on sait par ailleurs qu'il existe des GPA altruistes dans plusieurs pays du monde et que ces choses-là se passent très bien. Il y a des témoignages qui le racontent très bien. Il y a le livre de Christophe Beaugrand qui est sorti il y a peu de temps sur le sujet. Donc voilà, il y a des familles aussi qui existent comme ça, qui demandent une reconnaissance. Je pense que ça serait bien. Je pense que vu le climat actuel, on n'en est pas là du tout et que la France me semble pas tout à fait prête, ou en tout cas pas forcément la France, parce que la société est toujours un peu plus prête que ne le sont les politiques et les personnes qui décident. Mais en tout cas, par exemple, personnellement, je ne suis absolument pas opposée à la GPA. Mais vous mettez en garde dans le livre, aussi, vous n'êtes pas naïf par rapport à ça, surtout ce business qui s'est mis en place, à la fois du célibat, via les sites et les applications comme Tinder, et sur le marché de l'enfant. Pire qu'un épisode de Black Mirror, vous critiquez les applis de rencontres qui n'ont pas offert la liberté escomptée, et qui sont plutôt des lieux de dévalorisation assez progressive pour les femmes. Vous écrivez, c'est une expérience sur ce genre, vous avez eu cette expérience sur ce genre d'application, et qu'elle est généralement constituée de micro-blessures narcissiques, un peu comme si c'était tous les jours et à toutes les heures le bal de la promo. Il y a ça, et il y a aussi tous ces sites de coparentalité que vous racontez, puisque vous êtes passé par là, vous avez aussi testé ces banques de sperme, été à la rencontre de tout ça. Comment est-ce qu'on encadre, est-ce qu'on régule ? C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la volonté, le désir, est-ce qu'il faut quand même prendre garde à tous ces à côté qui peuvent se développer et qui peuvent constituer, est-ce que vous le pensez comme ça, un danger ? Moi, je ne pense pas que ça soit en soi Tinder où les banques de sperme ne sont pas un danger, mais après, l'être humain reste un danger. Il y a des dérives. Voilà. Les êtres humains qui les utilisent sont assez souvent des dangers. Donc non, je pense que ça fait partie de toute nouveauté ou de toute avancée, c'est qu'il y a forcément des comportements ou des choses qui sont même pas acceptables en vérité. Mais je suis pas sûre de la question de l'encadrement. Merci beaucoup à vous, Johanna Luyssen. Si je veux, mère célibataire par choix. Votre livre vient de paraître chez Grasset. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Lucas Bretonnier qui a programmé cette émission préparée par Hosanna Chauvin. Merci à Marie Fraboulet avec Oriane Delacroix à la programmation pour la grande table culture aujourd'hui. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Dali Ya. Bel après-midi à tous sur France Culture.